Merci beaucoup Julien, c'était brillant, excellent, dynamique. Merci Olivier et merci au comité d'organisation de m'avoir fait confiance pour parler du bloc du Carré des Lombes. Alors si on peut, voilà. Donc le bloc du Carré des Lombes, donc un bloc dont on parle de plus en plus, un bloc de la paroi abdominale, mais quand on veut se lancer, c'est pas forcément évident. On tombe sur beaucoup de littérature, de l'iconographie qui est pas forcément très claire. Je vous prends cet exemple d'un article qui a été publié là récemment en février 2021 dans Anesthésiologie. Exemple de QLB3, franchement très très difficile de se repérer, beaucoup de structures, vraiment extrêmement difficile avec ces iconographies de se lancer dans le Carré des Lombes. Et effectivement, parce que la visualisation, elle n'est pas toujours évidente sur le Carré des Lombes, on va voir comment on peut s'en sortir. Alors le Carré des Lombes, c'est quoi? C'est un plane block, et donc on va jouer avec des espaces de diffusion dans la paroi abdominale au niveau postérieur. On va jouer avec des muscles, des fascias, pour optimiser au mieux la diffusion de notre produit anesthésique au niveau de nerfs de la paroi abdominale. Le Carré des Lombes est un carrefour intéressant pour l'analgésie de la paroi abdominale. Alors qu'est-ce que c'est le Carré des Lombes? C'est un muscle. C'est un muscle dont les insertions sont extrêmement importantes à connaître pour pouvoir bien le repérer en échographie. Au niveau supérieur, ça s'insère sur la 12e côte, insertion supérieure sur la 12e côte. Au niveau inférieur, sur la crête iliaque. Et surtout en latéral, on va avoir des insertions sur les apophyses transverses ou les processus transverses de L1 à L4. Et ça, c'est extrêmement important parce que ces processus transverses vont être extrêmement importants pour la visualisation du muscle Carré des Lombes, qui n'est pas forcément toujours facile à repérer. Pour se repérer, on a souvent besoin de repères indirects. Et donc, on a besoin de bien connaître l'anatomie aux alentours du Carré des Lombes. En avant, on va avoir le muscle psoas. En arrière, sur le côté, pardon, en latéral, on va avoir les muscles de la paroi abdominale, muscles que vous connaissez bien via le tab block, donc le muscle transverse, le muscle oblique interne et le muscle oblique externe. En arrière, on va avoir les muscles érecteurs du rachis qui occupent donc le quart postérieur entre l'apophyse épineuse et l'apophyse transverse, et qui va recouvrir en arrière le muscle Carré des Lombes. Enfin, on va avoir encore plus postérieur le muscle grand dorsal qui va recouvrir tout ça. Et en interne, en supérieur, on va avoir le diaphragme. Alors, c'est très bien d'avoir tous ces muscles, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les nerfs. Pourquoi c'est un carrefour intéressant pour l'analgésie de la paroi abdominale? Eh bien, à proximité du muscle Carré des Lombes, on va avoir des muscles intéressants pour l'analgésie de la paroi abdominale. On va tout d'abord avoir les nerfs ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques qui passent en antérieur devant le muscle Carré des Lombes, qui sont issus de la racine L1. On va avoir également le rameau ventral de la racine T12 qui va passer à proximité de l'insertion supérieure de notre Carré des Lombes. On voit également que le plexus lombaire n'est pas loin, donc avec toutes ces branches, le nerf génitofémoral, le cutané latéral de cuisse, et puis un petit peu plus inférieur, donc le nerf fémoral et le nerf obturateur. Autre chose intéressante, on va avoir aussi la chaîne sympathique qui ne va pas être très loin, qui longe le rachis et qui va longer le rachis sur la partie latérale du corps vertébral et qui participe à la sensibilité, la sensibilité viscérale. Alors tout ça c'est très bien, mais pour l'instant on n'a pas encore d'espace de diffusion à proprement parler, et pour ça il va falloir trouver des cloisons, des parois, des murs pour pouvoir faire diffuser notre anesthésique locale. Et pour ça, au niveau lombaire, on a un parfait candidat qui s'appelle le fascia thoracolombaire. Le fascia thoracolombaire, c'est un gros fascia qui court le long du rachis, du thoracique vers le lombaire. Et au niveau lombaire, il présente trois feuillets qu'on va utiliser pour la diffusion de notre anesthésique locale. Si on se positionne sur la vertèbre L3, on va tout d'abord avoir un feuillet dit postérieur, il est classiquement décrit en 3 feuillets, donc un feuillet postérieur qui va tapisser en postérieur les muscles érecteurs du rachis. On va ensuite avoir un feuillet moyen qui va passer donc entre les muscles érecteurs du rachis et la face postérieure du muscle Carré des Lombes et qui va se prolonger par les apophyses des muscles transverses et obliques internes.
Et enfin, on va avoir un feuillet plus interne, antérieur, qui va tapisser, qui va être devant le muscle psoas, le muscle carré des lombes, et qui va se poursuivre par le fascia transversalis. On voit désormais qu'on a bien des logettes, des chambres dans lesquelles on va pouvoir injecter notre anesthésique locale. On va pouvoir injecter donc à proximité de ce muscle carré des lombes et obtenir une diffusion satisfaisante. Alors, classiquement, on décrit 3 abords principaux pour réaliser un bloc du carré des lombes. On a tout d'abord le carré des lombes de type 1 ou QLB1 avec un abord latéral. On a également la possibilité d'aborder ce muscle carré des lombes en postérieur avec donc le carré des lombes de type 2. Dans la nomenclature, il s'appelle QLB2. Où on a la possibilité d'injecter notre anesthésique locale sur la face antérieure du muscle carré des lombes, entre le muscle psoas et le muscle carré des lombes. Et cet abord s'appelle l'abord numéro 3, QLB3, antérieur ou transmusculaire. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir comme extension avec ces différentes injections ? Alors, de manière systématique, on va avoir une bonne prise, une bonne analgésie sur nos nerfs ilio-inguinaux-ilio-hypogastriques et la racine T12. Effectivement, on est immédiatement à proximité, le carré des lombes est immédiatement à proximité de ces racines et donc on va les bloquer quasiment systématiquement et on peut voir ça comme un bloc ilio-inguinal-ilio-hypogastrique proximal. Mais comme on l'a vu, on peut avoir, de par sa proximité, une diffusion vers le plexus lombaire. Et a fortiori, quand on va faire donc un bloc du carré des lombes de type 3, on va être encore plus à proximité du plexus lombaire et on a plus de chances d'atteindre ce plexus lombaire. Alors attention, la diffusion vers ce plexus lombaire, elle peut être voulue, elle peut être souhaitée, désirée, par exemple quand on fait de la chirurgie de hanche, mais ça peut être aussi un frein à la réhabilitation précoce pour de la chirurgie abdominale. Quand on fait une césarienne et qu'on veut que notre patiente se lève tôt, on va peut-être pas forcément se diriger vers le QLB3 d'emblée, puisqu'on a plus de chances d'avoir une faiblesse quadricipitale qui gênerait la réhabilitation précoce et le lever précoce. On va avoir aussi donc une extension céphalique, et c'est ça qui est intéressant pour la chirurgie abdominale. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous remarquerez que je ne vous ai absolument pas parlé des racines au-dessus de T12. Je ne vous ai absolument pas parlé de T7, T8 jusqu'à T11. Ces racines, elles sont parfaitement intrathoraciques. Et donc, cette extension céphalique à partir de l'injection du muscle carré des lombes, elle est un petit peu mystérieuse. On a quelques pistes. On pense que ça peut passer éventuellement en intrathoracique via l'espace paravertébral. Est-ce que ça passe un petit peu plus en arrière par le fascia endothoracique? Autre hypothèse. Ou est-ce que ça passe un petit peu au travers du diaphragme via les ligaments arqués? Le mystère reste un petit peu entier, peut-être que c'est un petit peu détroit. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas pu encore éclaircir cette diffusion vers cette extension céphalique importante et très intéressante pour la chirurgie abdominale. On va avoir aussi potentiellement, et c'est décrit dans la littérature, une analgésie viscérale. On a vu la proximité du système sympathique avec ces injections dans le muscle à proximité du muscle carré des lombes. Donc on imagine, en tout cas la littérature le décrit, avoir une analgésie sur les intestins, le côlon et les reins de par leur proximité immédiate avec le muscle carré des lombes. Alors bien sûr, le bloc du carré des lombes, excusez-moi, il est en concurrence, on va dire, avec le fameux TAP bloc que tout le monde connaît et que tout le monde a utilisé largement pour la chirurgie abdominale. Et pourquoi le QLB semble plus intéressant que le TAP bloc dans la chirurgie, l'analgésie abdominale? Principalement pour 3 raisons. La première, c'est que le QLB va durer potentiellement plus longtemps. On voit qu'avec un TAP bloc, on va avoir une analgésie qui va être aux alentours de 6-8 heures, alors qu'avec un QLB, on est plutôt aux alentours de 18 heures d'analgésie, donc ce qui est nettement supérieur. On va avoir aussi une extension du bloc qui va être
supérieure, hein, une extension céphalique qui va être supérieure. Avec le carré des lombes, donc on peut atteindre jusqu'à T7, mais on voit qu'on atteint T8 assez régulièrement. Alors qu'avec un tab bloc classique latéral, on dépasse guère T10. L'autre chose intéressante, on sait que le tab bloc résorbe énormément, hein, et donc il y a déjà eu des cas cliniques décrits d'intoxication aux anesthésiques locaux avec un tab bloc. Et au niveau pharmacocinétique, pharmacodynamique, on va être plus favorable sur le QLB. En termes de Tmax, hein, on va être aux alentours de 35 minutes, comme le tab bloc. En revanche, le Cmax va être nettement inférieur à ce qu'on va pouvoir avoir avec un tab bloc. Hein, il est quasiment divisé par 2. Donc ça, c'est plutôt trois choses intéressantes pour le QLB. Alors les indications qui ont été largement décrites dans la littérature, bien sûr la césarienne, c'est ce qui a été le plus étudié. Également la chirurgie abdominale, hernière, mais aussi gynécologique. Enfin, la chirurgie rénale, hein, que ce soit par lomboscopie ou lombotomie, hein, le QLB a été pas mal utilisé dans ces indications, avec des résultats qui semblent extrêmement intéressants. Et enfin, je vous ai mis en jaune la chirurgie de la hanche, parce que c'est en train d'arriver, hein, on est en train d'en parler de plus en plus pour la chirurgie de hanche. Ça reste à surveiller, hein. Je ne vous le recommande pas pour l'instant pour la chirurgie de hanche de manière formelle, mais voilà, à surveiller. Alors, au niveau de la sonoanatomie, comment ça va se passer? On va positionner notre sonde sur la partie postéro-latérale de la paroi abdominale, et donc on va obtenir ce type d'image que je vais vous décrire un petit peu plus en détail sur la live démonstration. En attendant, je vous laisse méditer ce schéma le temps qu'on passe de l'autre côté pour la live démo. Ouais. On a laissé les micros ouverts, donc Julien va pouvoir répondre à Marie-Cécile. Est-ce qu'il faut faire un PEX 2 ou un PEX 3 pour une chirurgie mammaire, Julien? Merci pour la question, c'est intéressant, mais chirurgie mammaire, c'est extrêmement large. On a jusqu'à la biopsie exérèse, jusqu'à la mastectomie totale, le curage axillaire. Je pense PEX 2, l'injection basse, et PEX 3, c'est-à-dire Serratus Plain Block. On est vraiment dans les mêmes plans, quoi. Donc, Ok, vous avez vu que Julien est passé du laboratoire au mannequin. C'est vraiment les surprises du direct, avec un mannequin qui nous a fait faux bond. Donc pendant le temps que tu prends la sonde et que tu installes ton gel, la deuxième question, fracture de côte antérieure, je pense. Est-ce que tu ferais ces approches pour soulager un patient qui a des fractures de côte et qui est très algique, ou plutôt un paravertébral? Alors, réponse brève. Alors, souvent les fractures de côte, je trouve, quand vous êtes appelé aux urgences, les patients n'arrivent pas à bouger, n'arrivent pas à se mettre... Donc faire un serratus déjà en single shot, même sans cathé, permet de l'emmener au scanner, permet de faire quelque chose avec ce patient-là. Et ensuite même permet de le mettre assis pour faire une autre technique. Super. Donc on est pour les côtes latérales. Allez, la parole est à Olivier pour la démo en live, et c'est chaud parce que les QLB, il y en a 3. Alors comment tu vas nous montrer ça? Alors déjà, on va bien installer notre modèle, on va bien installer Julien. Là, on voit qu'en fait, la tête, elle est un tout petit peu relevée, et on va complètement baisser la tête si c'est possible. Hop, voilà, complètement baisser la tête, parce qu'en fait, donc, notre zone d'intérêt, elle va se situer ici, entre la crête iliaque et le grille costal. Et on voit bien que si la tête est relevée, on ferme cet angle-là, on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler. On va utiliser une sonde convexe, basse fréquence, excusez-moi, parce qu'on va travailler assez profond. Et puis il va falloir une vue assez large pour bien voir l'ensemble des structures anatomiques. On a vu qu'il y avait pas mal de choses à repérer. C'est pas toujours facile à repérer, le carré des lombes. Donc on commence. Alors plusieurs chemins. Le premier que je vais vous montrer, on commence par repérer les muscles de la paroi abdominale, un petit peu comme si vous faisiez un tab bloc en transversal. Hein. Donc j'ai mis l'avant vers la droite de l'écran, l'arrière vers la gauche. Il est musclé. Hein. Et donc, ouais, on voit que vraiment... les muscles de la paroi abdominale qu'on remarque aisément ici, hein. On va avoir en profondeur le muscle transverse, le muscle oblique interne et le muscle oblique externe. Et puis donc le tissu sous-cutané. Et à partir de ce tab bloc, on va progressivement translater sa sonde, toujours en position transversale, en coupe transversale, pour aller à la fin de ces muscles de la paroi abdominale. On va translater
translater jusqu'à être à la fin de ces muscles de la paroi abdominale. Alors c'est pas toujours évident, vous voyez bien que souvent dans les livres, on nous les décrit là comme étant vraiment, ça se termine et puis hop, on passe au carré des lombes, c'est pas du tout forcément le cas. Hein. Et donc un repère intéressant, extrêmement important à chercher, c'est fondamental d'avoir ce processus transverse de la vertèbre qu'on voit apparaître ici. Vous voyez, c'est une grande dent hypoécogène qu'il est indispensable de repérer avant de se lancer dans le carré des lombes. Donc ici, l'apophyse transverse ou processus transverse, le corps vertébral. Ici, on remarque donc la loge rénale qui bouge avec la respiration, la fin des muscles de la paroi abdominale qui se termine par ici. Et on va donc jeter un œil à cette apophyse transverse. Et on voit qu'il y a un muscle, de forme ovale, il peut être ovale, il peut être un petit peu triangulaire, il a diverses formes, mais on voit que si on scanne un petit peu de haut en bas, on voit que sur chaque processus transverse, boum, encore un autre, on retrouve ce muscle carré des lombes. Et ça va sécuriser notre geste. On va vraiment être certain, absolument certain, que cette forme ovale, c'est notre muscle carré des lombes. Avec le doigt, s'il te plaît, faire le tour avec la flèche pour les gens qui ne sont pas tellement habitués. Bien sûr, c'est pas toujours facile. Là, on le voit très bien. Ça fait partie d'images très sympas pour le carré des lombes. Donc, il est ici. C'est cette masse musculaire ovale qui s'insère sur l'apophyse transverse ici. Qui est très développé chez Julien, donc on voit très très bien. En arrière, on retrouve les muscles habituels que je vous ai décrits. Donc ici, on a les muscles érecteurs du rachis. Ici, on a notre muscle carré des lombes. Plus antérieur ici, en interne, le muscle psoas, et puis le début de nos muscles de la paroi abdominale, avec en face la loge rénale ou parfois carrément le péritoine. En fait, c'est l'espace rétro-péritonéal. Exactement. Avec la graisse péri- et pararénale. Tout à fait. Et on voit très bien que ça bouge avec la ventilation. Ça bouge avec la respiration, alors que notre muscle carré des lombes, lui, qui n'est pas impliqué dans la respiration, ne bouge pas. Ça peut être aussi un repère intéressant. C'est fondamental pour s'orienter. Exactement. Et pour la sécurité. Tout ce qui bouge, on ne doit pas y mettre l'aiguille. C'est ça. Tout à fait. Alors, il y a des choses décrites intéressantes pour repérer au mieux notre apophyse transverse. Il y a le thumb sign, le signe du pouce, avec donc un pouce comme ça, je ne sais pas si on voit à l'image, un point fermé avec un pouce levé. Et donc, le pouce, c'est notre apophyse transverse, et le point représente le corps vertébral ici en avant. D'autres personnes ont décrit un autre signe qui s'appelle le shamrock sign, le signe du trèfle, où en fait l'apophyse transverse forme la tige du trèfle et on va avoir les feuilles du trèfle avec nos muscles autour de cette apophyse transverse. On va avoir une feuille de trèfle avec les érecteurs du rachis, une feuille de trèfle avec notre muscle carré des lombes et une feuille de trèfle avec le muscle psoas. Voilà. Il reste à peu près 10 minutes. Est-ce que tu peux donc nous expliquer le carré des lombes postérieur, latéral et antérieur alors, comment on va injecter maintenant ? Maintenant qu'on est bien repéré, on peut déjà ajuster la profondeur. Voilà, on va se mettre un petit peu moins profond pour avoir une meilleure visualisation maintenant qu'on est repéré sur notre muscle carré des lombes. Alors, pour un abord latéral, on va piquer en antéro-postérieur sur la partie antéro-latérale de la sonde et on va faire un abord in plane, cheminer par ici et atterrir donc sous les muscles de la paroi abdominale. Mais on est normalement en arrière, on reste en arrière du fascia transversalis. Alors tu veux que ton produit diffuse dans le muscle ou tu veux qu'il diffuse entre le muscle et la graisse pararénale ? Voilà, on préférerait qu'il diffuse pas dans le muscle, ici à peu près, qu'on ait un beau plan de diffusion. Alors tu fais pas l'injection intramusculaire ? Non, pas l'injection intramusculaire. L'injection intramusculaire, il a été décrit, ça s'appelle le QLB4, mais il n'est pas... Intramusculaire dans le carré des lombes. Dans le carré des lombes. Et intramusculaire dans la fin du muscle transverse, comme un tape postérieur ? Non ? Alors, on retombe sur les mêmes niveaux. Voilà, c'est un tape postérieur. Bon. Et le QLB latéral ou QLB1 s'apparente. Faut quand même pas non plus. Voilà, s'apparente. C'est ce que je voulais te faire dire. Oui, tout à fait. Et c'est pas celui-là que je recommanderais, puisqu'en fait, c'est quasiment un tape postérieur. Les deux que je vais recommander,
En premier lieu, c'est le QLB2 sur la face postérieure, cette fois-ci. Hop, je vais me replacer. Voilà, sur la face postérieure du muscle carré des lombes. Moins profond, en fait. Voilà, moins profond. On reste derrière le Il y a carré des vraiment lombes. très peu de structures anatomiques importantes. On se méfie quand même. Il y a des petites artères lombaires qui peuvent être présentes. Il y a des hématomes qui ont été décrits. Donc on se méfie. On peut mettre un petit coup de Doppler pour vérifier avant de ponctionner. Mais donc on va orienter notre ponction vers ce fascia là qu'on voit, qui est hyper échogène, qui est le feuillet moyen du fascia thoraco-lombaire. Et on va le franchir. Ah oui. Et on va le franchir et essayer d'injecter entre ce fascia et le muscle carré des lombes, vraiment dans ce plan de diffusion. La diffusion qu'on va essayer d'obtenir, on veut une diffusion postérieure, mais en fait, on cherche également une diffusion antérolatérale, en croissant de lune. C'est comme ça que ça va marcher le mieux. On en a fait pas mal chez nous. T'injectes derrière, mais tu veux que ça vienne devant. Exactement. Oui. Trop fort, toi. Oui, exactement. Quel volume tu mets? On met entre 20 et 30 ml. Chez nous, on fait 20, c'est largement suffisant. Tu vas 20 ml par côté. derrière le muscle par sécurité. Exactement, par et sécurité. Tu vas essayer de guider tu vas vérifier que ton solution anesthésique locale passe en avant. Exactement. Parce que c'est pas tellement ce qui est décrit par Blanco. Non, tout à fait. Tu as évolué dans la procédure. Oui, mais on commence à en avoir une bonne expérience. C'est vrai qu'on a testé pas mal de choses et franchement, ce qui marche le mieux, c'est ça. Parce que quand ça diffuse purement en arrière et qu'on n'a pas de diffusion antérieure, je comprends pas comment on peut avoir une analgésie pour des chirurgies antérieures. Tout à fait. D'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Okay. Alors peut-être qu'il y a une diffusion au niveau thoracique, l'effet cheminée, voilà. Effect. On n'y croit pas. Pas trop. En tout cas, c'est pas constant et ça peut pas être pris pour le QLB postérieur ou QLB2 ou carré des lombes postérieures ou carré des lombes 2, mais si l'anesthésique locale vient et passe en avant. Exactement, parce que je vous rappelle que donc les nerfs ilio-inguino-ilio-hypogastriques qui passent en avant, et puis donc la zone d'intérêt, elle est par ici, la zone de diffusion. D'accord. C'est pour ça que tu vas nous parler du carré des lombes antéro-interne. Voilà, donc le numéro 3. Alors le numéro 3, il est un petit peu plus difficile à réaliser. On va donc cette fois-ci injecter sur ce plan-là, entre le muscle carré des lombes et le muscle psoas. Et donc, pour faire cet abord, soit on vient par voie antérieure, c'est-à-dire par ici, on va aller par ici comme ceci, soit on peut l'aborder par voie postérieure, et à ce moment-là, on va passer à ce niveau-là, quasiment au ras de la transverse. Moi, j'avoue que j'ai plutôt tendance à privilégier la voie antérieure, qui est globalement assez simple, et comme ça, on s'affranchit aussi d'un passage à proximité de la loge rénale. Je vais te pousser dans tes retranchements. Est-ce que tu peux mettre ta sonde un petit peu en avant pour montrer le côlon? On devrait le voir si tu te dis, voilà, faites attention au cône d'ombre, voilà. Magnifique. Quand vous passez par voie antérieure pour ces approches, il y a le tube digestif. En avant, on voit très bien la graisse. Et si tu vas encore en avant ta sonde, si tu glisses en avant, on va avoir le cône d'ombre. Alors là, c'est plutôt la 12e côte là qu'on voit chez Julien. Là, c'est la 12e côte. Méfiez-vous, effectivement, il y a de l'intestin qui peut s'interposer. Musclé, mais chez les patients qui sont cacheptiques, on peut avoir des mauvaises surprises. D'accord, reviens sur ton magnifique image du antérieur. Je t'ai perturbé. Non, pas de souci. Alors, voilà, la flèche est à l'interface. Oui, à l'interface entre les deux. Et donc, si on pique trop profond, qu'est-ce qui arrive? On fait un bloc du plexus lombaire. Merveilleux. C'est ça que je voulais te faire dire. Donc, on est d'accord que le carré des lombes profond, transmusculaire, c'est alors ce que décrit Borglum, Sauter et compagnie, c'est qu'ils injectent bien entre les deux, mais c'est deux muscles qui sont adhérents. Oui, tout à fait. Ils adhèrent l'un à l'autre et donc on comprend bien de par la proximité, si on fait un QLB3, on va avoir potentiellement une diffusion vers le plexus lombaire. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier qu'on n'ait pas de faiblesse quadricipitale, qu'on n'ait pas diffusé vers le fémoral partiellement. C'est imprévisible, mais quand même on a avec le QLB3 plus de chances d'avoir ces faiblesses quadricipitales qu'avec un QLB2 ou a fortiori un démontré, QLB1. C'est dans une lettre essentiellement par un japonais. Par un japonais, effectivement. Exactement. Mais en effet, c'est tout à fait démontré. Tout cela est parfait. Est-ce que tu peux nous remontrer un tout petit peu tape postérieure et QLB latéral, parce qu'on est allé un petit peu vite au début là. Alors, je repars des muscles de la paroi abdominale. Donc, on retrouve bien les muscles de la paroi abdominale, très facile. On part en arrière. L'arrière est à droite de l'écran. L'arrière est à droite de l'écran. On voit L1, je pense. On voit L1 passer avec un V ici. Ouais. Attends, je vais mettre la flèche.
Je pense qu'on a L1 qui ici, on voit qu'il y a un dédoublement du Ouais, fascia c'est avec possible. une structure hyper. Voilà, regarde, là t'es dessus. Ouais. Je pense que c'est L1 qui va se diviser, qui va donner le nerf ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, Tout à fait. et après traverser le muscle transverse. Et donc ce nerf, il va passer en avant du carré des lombes, puis venir dans la graisse rétropéritonéale Ouais. pour retraverser les muscles. Oui, et se retrouver dans l'espace TAP, mais à des degrés vraiment, ça peut extrêmement varier. Et c'est pour ça qu'avec un TAP bloc, on n'a pas forcément de bloc ilio-inguinal, ilio-hypogastrique. Ces deux nerfs arrivent dans l'espace TAP des fois très très tard. Très bien. Voilà. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer rapidement, c'est qu'on des fois on est perdu même avec cet abord, et à ce moment-là, on peut, avec ce chemin, on peut partir de l'arrière, puisque je vous ai dit, ce qui nous intéresse, c'est le processus transverse de la vertèbre lombaire. Alors avec la caméra, vous ne pourrez pas le montrer, Alors, parce qu'on on peut part, pas voir le dos. ouais. Mais donc on part ici du rachis lombaire, on a avec, l'épineuse, les processus articulaires, donc là c'est le processus épineux, les articulaires de part et d'autre, et si on va un petit peu latéral, eh ben, on tombe sur donc l'apophyse transverse ou processus transverse. Les érecteurs du rachis qui sont ici. Et si je continue en gardant à l'image mon processus transverse, on va trouver ce muscle carré des lombes. Ça peut être aussi une bonne voie, et le muscle psoas ici, plus en profondeur. Ça peut être aussi une bonne manière de retrouver ce muscle carré des lombes. Il est en transversal, la sonde est posée en transversal sur les érecteurs du rachis en fait, sur le côté. Voilà. Très bien. Est-ce que tu en fais en décubitus dorsal? Parce que moi, je l'ai fait tous en décubitus dorsal, mais non, je ne suis plus mon malade. Moi, je l'ai fait, honnêtement, je l'ai fait que en décubitus latéral. Je trouve qu'on est mieux installé, plus confortable. Certains donc mettent, je ne sais pas comment tu fais toi, un coussin sous la fesse, éventuellement. Non, tu arrives à aborder. Bon, moi, je trouve que... mes jeunes collègues maintenant sont meilleurs que moi ou aussi bons que moi dans le plan. Donc maintenant je picore du plan et en laissant le malade sur le dos. C'est un peu challenge pour les débutants. Mais en fait, tu vois, si tu mets ta sonde comme ceci et que tu pars en arrière, que tu trouves l'interface entre le carré des lombes, tu peux piquer à la place le long de la sonde en fait. Et on arrive à soit faire un postérieur comme tu l'as décrit, soit faire un bloc du carré des lombes antérieur. Bon, ça demande un petit peu d'habitude. Alors c'est vrai que moi c'est des blocs qui sont pas forcément faciles sur le repérage. Non, donc déjà le repérage extrêmement, qui peut être des fois vraiment compliqué. Donc c'est vrai que je recommande des injections relativement simples. On positionne son malade en latéral, c'est quand même vachement plus confortable. On peut le faire. Oui, petit détail, j'ai pas précisé. On peut le faire patient éveillé. C'est pas des blocs qui font très mal, notamment le QLB2. Il est assez superficiel. C'est pas des zones très innervées. On fait volontiers chez patient éveillé. A fortiori, on fait éveiller pour la césarienne. On profite que la rachis-anesthésie est pas encore levée pour faire son bloc. Et alors là, la patiente, elle sent absolument rien. Et donc ça peut être effectivement une stratégie, d'analgésie qui peut être intéressante. Sur le dos, donc tu vois, c'est presque un TAP postérieur. Le QLB c'est presque on est d'accord. Une autre question, vu la profondeur, peut-on utiliser une sonde linéaire? Oui. Chez les patients qui sont minces, on peut utiliser une sonde linéaire. Mais attention, votre image, elle va être vraiment transformée. Quand on passe d'une sonde linéaire à une sonde convexe, c'est vraiment extrêmement... l'image va changer. De par la direction des ultrasons qu'on a avec une sonde convexe, on transforme un petit peu l'image, un peu comme sur un planisphère. Et donc, il faut se méfier de ça. Je vous invite à faire le test un jour, de mettre votre sonde convexe sur un fémoral, un bloc fémoral. Vous allez voir, la première fois, vous allez être un petit peu perdu. C'est un petit peu pareil avec le QLB quand on passe d'une sonde convexe à une sonde linéaire. Mais c'est tout à fait envisageable chez les patients minces. Je vous recommande même d'utiliser ça, vous verrez encore mieux. Très bien, formidable. Donc il est 9h13, on a répondu aux questions, on a traité les deux sujets, je me suis fait gronder parce que je tenais le micro par la base, j'espère que vous avez pu entendre quand même. Merci Julien pour cette excellente présentation et d'avoir joué le rôle du mannequin. Merci Olivier aussi pour les magnifiques images et la clarté du propos. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci vraiment beaucoup à tous les deux d'avoir animé cette session. Bon congrès.